Je n'ai pas quitté la France où franchement j'avais tout. Une affaire qui tourne, tout, les enfants, tout. Non. Je n'ai pas quitté la France pour Israël à cause de. J'ai quitté la France pour Israël. Ça, c'est une différence qui est fondamentale. Parce que ce n'était pas un choix par dépit. Je ne me voyais pas dire l'an prochain à Jérusalem si, à un moment donné, je ne faisais pas le pas. Joël Sitou, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous, à Kfar Yona, où vous avez élu domicile, on va dire déjà il y a un petit moment, dans les années 2000-2005. Oui, officiellement, oui. C'était une alia encore très active, puisque vous faisiez c'est une alia où j'ai pris ma famille et je les ai emmenés en Israël, et moi, je continuais mes activités professionnelles à Paris, donc je faisais 15 jours, ce qui m'a totalement pourri mon oulpan, parce que quand vous apprenez pendant 15 jours et que pendant 15 jours, vous n'êtes pas là, c'est plus compliqué. Bon, je dis ça, c'est un peu une excuse, parce que j'ai un hébreu assez archaïque. À l'époque, vous étiez, on va dire, une personnalité importante de la communauté de Paris, puisque vous étiez patron du Bataclan. J'étais président de la Fédération des Juifs de France. Et que, à l'époque, on trouvait les actions du CRIF un peu lénifiantes, et qu'il fallait qu'il y ait un mouvement, on va dire, populaire, mais pas que, qui puisse prendre, je dirais, non pas la relève, mais qui puisse compléter l'action du CRIF. Il y avait à l'époque le renouveau juif des frères Ajdenberg, qui avait fait une radio qui s'appelait Radio J. Et donc nous, à la Fédération des Juifs de France, j'ai fait donc la création, avec bien sûr mes collègues, de Radio Shalom. Donc ça, c'est en quelle année? Le déclic a eu lieu en 80 lors de la fameuse assassinat de la rue Copernic. Il y a eu l'attentat de la rue Copernic, on a trouvé que ça ne fonctionnait pas et qu'il fallait faire quelque chose. Et donc on a fondé la Fédération des Juifs de France. On est obligé, avant de parler de votre alia, de parler de votre casquette qui vous a occupé pendant 40 ans de votre vie. Vous avez été le patron du Bataclan jusqu'en 2015, 2 mois avant les attentats. Ça s'est tellement tragiquement passé que je ne voudrais pas déflorer le livre que je suis en train d'écrire dessus, mais je vous donne juste une anecdote, vous allez comprendre. C'est que lorsque j'ai vendu, le personnel était encore sur place. Sauf que le personnel, dont certains étaient avec moi depuis 15-20 ans, quand il y a quelque chose sur lequel ils ne comprenaient pas, ils m'appelaient. Alors le téléphone n'a pas arrêté de sonner. Le jour de l'attentat? Le soir même de l'attentat. En général, je ne prends pas le téléphone, le vendredi soir. Vous étiez où? Vous étiez en Israël ou vous étiez en France? J'étais à Ashdod. L'insistance d'un numéro que je connaissais de France m'a fait réagir. J'ai pris le téléphone et à ce moment-là, j'ai eu une partie de l'attentat au téléphone en direct. Pétarade, un de mes anciens employés, qui s'appelait Manu, me dit « Joël, je ne sais pas quoi faire, ça tire de partout dans la salle. » Je lui dis « Mais moi, tu sais que je suis à 3800 km quand même, il veut que je fasse. » Il me dit « Oui, mais bon, attendez. » Et il raccroche. C'est difficile après de faire l'économie du problème en disant « Bon, ben voilà, moi je lui ai dit que j'étais pas là, point barre. » Il me rappelle, une bonne demi-heure plus tard, et il me dit « Joël, il y a une mare de sang, il y a des corps dégingandés dans la salle, mais le plus terrible, c'est pas l'odeur de la mort, c'est pas l'odeur du sang, c'est pas la vision d'Apocalypse. Ce qui est le plus terrible, c'est le son. Il y a au moins 150 à 200 cadavres, en fait il y aura 89 qui seront décédés, et sur chacun des cadavres, il y a une sonnerie de téléphone. C'est-à-dire que tous les gens qui sont tombés avaient forcément un portable, et on imagine quand même que les parents ou les conjoints de l'autre côté, ayant appris par la radio, par la télévision, ce qui se passait au Bataclan, essayent de voir, d'appeler leurs enfants pour savoir s'ils étaient sortis indemnes de cette histoire. Et il me dit, toutes ces sonneries qui se mettent à sonner, il dit, mais ça c'est terrible. Il vous parlait de ça pendant l'attentat, il était caché dans la salle? Alors il n'était pas caché, il était au balcon, en train d'essayer de trouver une sortie. Il a sauvé 300 à 400 personnes, il y avait 2000 personnes quand même.
la salle. Et donc, il essayait de les faire sauver, parce que je lui ai dit, après, je lui ai dit, mais dis-moi, pourquoi personne n'est parti dire aux flics qu'on a un tunnel secret qui donne en dehors du Bataclan? J'aurais très bien pu rentrer pour éviter des trucs. Il me dit, Joël, ça tirait de partout en bas, j'étais bloqué au salon en train d'essayer d'évacuer des gens. C'est-à-dire qu'il y avait un tunnel secret, la police était au courant de l'existence de ce tunnel. Ça, c'est l'un des scoops que je vais mettre dans mon livre, avec le plan du tunnel, et de dire d'ailleurs qu'il existe encore aujourd'hui. C'est terrible ce que vous nous racontez. Alors, je ne veux pas incriminer les forces de l'ordre. J'ai été invité dans plusieurs radios et on me dit, est-ce que c'est parce que vous êtes juif que cet attentat a eu lieu chez vous? On a entendu beaucoup cette rumeur, que les terroristes avaient visé le Bataclan parce qu'ils savaient qu'il y avait un propriétaire juif, parce qu'ils savaient qu'il y avait des concerts de soutien de salle qui étaient organisés. On ne sait pas si c'est une réalité. Non, moi je dis peut-être, je suis enclin à le penser, mais je ne serai pas aussi affirmatif. Ce soir-là, il n'y a pas eu que l'attentat du Bataclan. Il y a eu le Stade de France avant, il y a eu des cafés dans le 10e et dans le 11e. Si ce soir-là, par exemple, le groupe qui passait à la Cigale ou à l'Olympia et que le Bataclan était fermé, il serait passé devant et puis point final. Donc, s'ils étaient venus qu'au Bataclan, je me serais dit, ils ont vu la programmation et ils se sont dit, on va y aller. Si c'était un truc anti-juif, moi je veux bien, mais alors choisir un vendredi soir, c'est une mauvaise pioche. C'est pour ça que je dis, il y a et en même temps, il y a le pour et le contre. Donc je suis enclin effectivement à le penser, parce que tous les groupes, MAGA, la police des frontières, enfin tous ceux qui étaient refusés dans toutes les salles de Paris, etc., la seule salle qui les acceptait, c'était le Bataclan. Donc forcément, ça a dû mûrir un petit peu dans la tête de ces gens qui sont complètement à la masse et qui sont venus donc pour cela. Mais parallèlement, ils ne sont pas venus que là. Il y a eu des morts au Stade de France, il y en a eu 3, il y en a eu 37 sur des terrasses de café. Donc, voilà. Comment vous expliquez ce concours de circonstances incroyable, puisque vous aviez vendu 2 mois auparavant la salle du Bataclan, donc vous n'étiez plus le propriétaire. Est-ce que vous étiez en Israël, vous avez décidé de prendre votre retraite? Cathy, il y a une phrase qui est magnifique, c'est « La coïncidence est souvent l'habit que revêt Dieu pour passer incognito ». Alors après, c'est une question de foi. C'est tout, je vous dis. Pour certains, ils vont dire, t'as eu du bol, et puis pour d'autres, c'est Hachem Gadol. Voilà. Là aussi, moi, je suis pas catégorique. J'ai ma pensée, je sais ce que je pense. Après, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Vous allez cesser donc forcément les allers-retours à partir de cette date-là, mais vous aimez à dire que vous n'avez pas quitté la France par peur de l'antisémitisme malgré tout. C'était pas votre motivation. Je n'ai jamais subi d'antisémitisme à Paris. Alors, je sais que ça peut choquer les gens, je dis pas du tout. Vous savez, je faisais énormément de concerts de rap, je faisais énormément de concerts qui attiraient une clientèle qu'on appelle, de manière euphémique, des quartiers. Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? Mais qu'est-ce qu'on attend pour ne plus suivre les règles du jeu? Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? Et qui n'avait pas d'incidence, même quand il y avait un peu de chamaillerie, bien sûr, parce que c'est pas forcément exclu. Il faut savoir quand même que la plupart du service d'ordre venaient des banlieues et connaissaient les grands frères. Donc, je dirais que... Ça s'est toujours bien passé. Oui. Oh, on pourra toujours dire... Oui. Mais oui, globalement, moi, j'ai jamais été... voilà. Je dis ça parce que ceux qui pensent que je suis parti de France parce qu'il y avait de l'antisémitisme et que, enfin, j'arrive en Israël, ça n'a aucun sens et aucun fondement pour ce qui me concerne. Moi, mon alia, elle était programmée depuis 30 ans. Ma mère, mes frères, mes sœurs, chacun à leur tour faisait leur alia et moi, j'avais prévu de la faire à l'âge de 40 ans.
40 ans, je connaissais rien, mais j'avais un modèle qui était Rabbi Akiva, qui avait commencé à 40 ans. Donc je me suis dit, à chaque fois qu'on me dit, alors et toi? Il dit, ouais, quand j'aurai 40 ans. Bon, c'était, on va pas dire une vague promesse de Romain, mais bon, allez, quand j'aurai 40 ans. Et puis, on a tellement bien travaillé au Bataclan que la salle a fini par prendre un renom extrêmement important qui me semblait compliqué et difficile de couper en plein vol. Donc j'ai été plus loin et après je me suis dit, bon, quand j'aurai ma retraite, j'irai. Je vous coupe, mais c'était vraiment justement, la salle du Bataclan, c'était un haut lieu de la nuit parisienne, vraiment quoi. Tout le monde y est passé, les Doors en passant par les folles soirées de David Guetta. C'était fou quoi. À un moment donné, nous on avait tellement vent en poupe qu'on faisait 3 spectacles par jour. L'hiver, je me souviens, on faisait des spectacles en matinée avec une déco pour les gosses, un truc de Jean-Jacques Debout et de Chantal Goya. Quand ça se terminait, je faisais un one-man show. Alors, ça a été dans l'ordre, Jamel, Bigard, Danny Boone, etc. C'était parfait parce qu'il n'y avait pas de décor sur scène. C'était un décor de lumière, et la lumière est importante. Et une fois qu'eux partaient, on redéfinissait la salle par un procédé d'escamotage des fauteuils. Et là, on faisait des fêtes et des soirées jusqu'au matin. Et des concerts, et beaucoup de choses. Moi, je leur disais, vous savez, je suis un peu comme la nature, j'ai horreur du vide. Donc c'était impossible à ce moment-là de dire, voilà, je coupe l'effort, etc. Parce que bon, on est dans une dynamique. D'ailleurs, les gens sont parfois bien intentionnés, mais parfois pas trop, et ils me disaient, ouais, mais enfin, faire des soirées genre Ibiza, etc. Et puis en même temps Chantal Goya, et puis des trucs et tout, c'est un fourre-tout. Alors j'avais trouvé une martingale que je livrais en pâture aux journalistes qui me demandaient et qui se posaient la question. Et je leur disais, écoutez, si jamais je vous parle du temple de la variété, c'est quoi, c'est qui? Je dis, c'est l'Olympia. Très bien. Si je vous parle de la danse, c'est quoi? Je dis, ça dépend, c'est le théâtre du Châtelet, etc. Et pour chacun des genres, il relevait de l'évidence qu'il y avait un lieu qui était catalogué. Je dis, écoutez, voilà. Moi, je viens de faire Lolita et Beau-Geste, c'est un groupe de danse avec un jeune, à l'époque, avec un jeune créateur qui a obtenu cette année-là le Dé d'Or et qui s'appelait Christian Lacroix. Dé d'Or. J'ai eu un Molière du meilleur spectacle comique de l'année avec Zouk, la Suissesse. Et j'ai eu une victoire de la musique avec Maxime Le Forestier quand il est revenu avec Né quelque part, etc. Vous ne trouverez pas un lieu qui a un Molière, une victoire et un Dé d'Or. Pourquoi? Parce que si vous dites théâtre, on va vous dire Marigny au théâtre ce soir, Édouard VII. Nous, on peut faire de la variété, pas n'importe laquelle, on peut faire des Higelin, etc. On peut faire de la rock musique, on peut faire de la danse, on peut tout faire. Pourquoi? Parce que en cette époque de marketing, alors que chaque lieu a une étiquette, nous au Bataclan, on a une éthique. Et ça passe à travers les genres. C'était vraiment quelque chose de particulier. En plus, c'était une salle que vous avez montée avec votre papa. Et quel papa? On va le nommer tout de suite. C'est Karlaoui Tounsi, pour ceux qui le connaissent sous ce nom, un professionnel de la musique orientale qui a ravi des générations de fans, qui est un ami de Farid El Atrache. Bon, enfin bref, c'était une star de la musique orientale, quoi. Mon père, de mémoire bénie, avait un sens inné des affaires qui n'en étaient pas. Il avait une crainte, c'était d'être squeezé. Alors c'est une espèce de paranoïa, mais il avait peur d'être squeezé. Il n'oubliait pas qu'il était juif, il n'oubliait pas qu'il chantait arabe, il savait qu'il passait à la radio tunisienne, où les gens pensaient d'ailleurs, Karlaoui Tounsi, qu'il était arabe. Il savait que les firmes de disques ne feraient pas la promotion nécessaire à laquelle il pouvait s'attendre, parce que ça touchait surtout la clientèle juive, donc c'est une niche. C'est pas, il y avait pas, on n'a pas. De toute façon, nous les juifs, on n'a jamais eu le nombre. Alors bon. Et donc, mon père a fait quelque chose, je crois, qui est unique dans les annales. Il a fait un orchestre et il s'est mis à chanter. Mais pour pouvoir chanter des chansons qui lui plaisaient, il a donc été parolier d'abord, laissant la musique à d'autres, et ensuite parole et musique. Il s'est dit voilà, ce sont mes chansons, je les chante. Ensuite,
il a racheté une firme qui s'appelait Dunia, où il a, avec mon frère Michel, fait un essor sur la vidéo. Et comme ça, non seulement il pouvait avoir la firme qui enregistrait ses disques et qui en faisait la distribution, et en même temps pouvoir le faire pour d'autres personnes comme Raoul Journeau, etc. Et donc se spécialiser, puisqu'il s'agissait dans la musique orientale. Mais simplement, faire de la promotion, c'est pas possible. Il fallait donc qu'il puisse passer sur scène. Il avait donc pris une salle qui s'appelait le Palais Bergère, et puis le Bataclan. Mais il ne pouvait pas être et en même temps au Bataclan et en même temps en spectacle. Et puis je pense qu'il avait la pudeur, parce qu'il disait, si quelqu'un vient au Bataclan mais veut un autre orchestre, peut-être qu'il aura honte si c'est moi qui le reçois. Alors, c'est moi qui... C'est comme ça que vous êtes rentré dans la... C'est là où j'ai dit, bon ben, laisse, je vais m'en occuper. Et donc, voilà. Après, il y a eu énormément d'affres et de vicissitudes, parce que le propriétaire, voyant que ça marche, voulait récupérer bien sûr. bien. Et donc, on a eu des problèmes qui font qu'on ne pouvait plus faire de musique. Parce que des voisins récalcitrants qui ne se plaignaient pas avant sont mis à se plaindre. On ne pouvait pas faire de musique. Alors, si on ne pouvait pas faire de musique, je me suis mis à faire du théâtre. Et c'est là où on m'a dit, oui, mais vous ne pouvez pas faire du théâtre parce que la structure métallique ne peut pas supporter le rideau de fer nécessaire. Bon, très bien. Alors j'ai dit, je vais faire du théâtre dans la salle. Alors après, il y a aussi la chance. Hein. Des fois, on n'a pas tout inventé. Mais ce que je veux dire, ce sont les problèmes qui m'ont guidé. Et non pas moi qui ai dit, tiens, puisque c'est comme si, je vais faire comme ça. Non, j'ai fait l'histoire de la Ligue d'improvisation française parce que j'avais pas de fermeture administrative, mais j'avais pas le droit de faire de la musique. On va revenir à votre Alien. Oui. Vous avez, on va dire, décidé de venir parce que vous aviez des responsabilités communautaires. Vous auriez pu dire, ma place est en France, je vais continuer d'aider mes compatriotes, mais vous avez voulu, c'est ce que vous m'aviez dit en préparant l'interview, être comme un exemple et de montrer le chemin. Je n'ai pas quitté la France où franchement j'avais tout. Une affaire qui tourne, tout, les enfants, tout. Non. Je n'ai pas quitté la France pour Israël à cause de. J'ai quitté la France pour Israël. C'est une différence qui est fondamentale. Parce que ce n'était pas un choix par dépit. Bon, ici ça ne va pas, bon, tant pis, prends. Non, non. Dans un mysticisme qu'on pourra déceler, je ne me voyais pas dire l'an prochain à Jérusalem si, à un moment donné, je ne faisais pas le pas. Je pensais que j'avais encore des forces vives et que je pouvais faire quelque chose, et donc voilà. Quand je suis arrivé en Israël, bien évidemment, pendant 10 ans, je faisais des allers-retours, donc je me suis pas... Après, j'ai fait des opérations, et c'est tellement différent au niveau des règles de loi, que tout ce que je pouvais faire par réflexe s'avérait contraire à la législation. C'est-à-dire ? Je vous donne un exemple qui est simple. Vous prenez quelque chose, vous le vendez. Vous vendez une maison, par exemple. En France, la charge du vendeur est telle que vous devez fournir un certificat de sans-plomb, loi Carrez, vous devez fournir le truc de l'amiante, etc., etc., etc. Donc vous êtes couvert. Si jamais il y a un vice de procédure ou un vice de forme, vous êtes couvert. En Israël, pas du tout. Quand vous arrivez devant un juge, le gars il vous dit « Ken, voilà, t'as oui, mais attends, on sait que c'est... J'ai signé, tu as signé. Ah bon, Ken, Shilata, vous avez payé. Attendez. Pourquoi vous avez fait des mauvaises affaires ? Vous avez investi et vous avez perdu de l'argent ? 8 millions de shekels. Ouais. C'est ce qui m'a fait dire d'ailleurs, les vrais terroristes, ils ne sont pas de ce côté, ils sont de là. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils savent. Et lorsque nous, on arrive, on n'est pas le frère qui se pointe, c'est bon, etc. J'ai encore une fois considéré que peut-être que c'était de l'argent mal gagné, ou peut-être qu'il fallait subir une épreuve. 8 millions de shekels, c'est beaucoup d'argent. Oui, que dites-vous ? Quand on se retrouve avec non seulement des pertes financières, mais en même temps quelque chose qui est bizarre dans la bouche, donc on se dit tiens, c'est bizarre. Par la suite, je me suis dit il faudrait que je refasse une affaire. Mais alors, quelle affaire quand les forces vives et l'argent partent comme ça, c'est vrai que c'est compliqué. Je me suis dit que l'affaire qui serait la moins chère à opérer, ce serait d'écrire. Parce que
à la limite, un ordi ou alors un bloc avec quelques stylos, ça coûte pas trop cher. Et c'est comme ça que je suis devenu romancier. Donc voilà, moi j'essaie de rebondir. Donc vous avez écrit un premier livre que vous venez de publier qui s'appelle Slama, la dame de Safed, la dame de Tzfat en hébreu, voilà, qui parle, c'est un roman historique, un thriller. Indépendamment de mon passé communautaire, indépendamment de tout ce que j'ai pu faire, j'ai eu plusieurs vies. J'ai été aussi chef, puisque j'avais 4 restaurants à un moment donné, donc il fallait quand même pas trop passer pour une bille. Non. Mon hobby particulier, c'était l'histoire. Et je me disais, à un moment donné, je vais devenir historien, parce qu'il y avait des périodes que je maîtrisais très bien. Alors, Salma, c'est quoi? C'est une histoire vraie, qui s'est passée en 1834 à Sfat, où 593 familles juives ont été égorgées. Vous pouvez, sur Wikipédia ou dans n'importe quel truc, regarder ce qui s'est passé à Sfat, le titre, je ne sais pas si c'est le pogrom de Sfat, en 1834, ça a été terrible. Bon. Il y a tellement eu de pogroms dans le peuple juif qu'on se dit oui, un de plus, un de moins. Et puis, il y a eu aussi à cette époque des gens que tout le monde connaît mal. Il y a des gens comme Sir Chaim Moshe Montefiore, par exemple, où tout le monde connaît son moulin. Mais bon, que ce soit les gens de Jérusalem ou ceux qui viennent visiter Jérusalem. Bien sûr. Et donc, il y a un voyage dans cette route numéro 60, ce Gvish Sheshim qui borde les villages arabes, où forcément, qui s'appelait d'ailleurs à l'époque, en 1834, le chemin des patriarches, puisqu'il allait de Nazareth jusqu'à Hebron. Il y a une histoire d'amour, il y a une romance, il y a tout ce que vous pouvez avoir aujourd'hui déjà, ce qui prouve qu'il n'y a rien qu'à changer, malgré toutes les belles paroles. Et puis, cette femme qui a vu toute sa famille décimée de manière outrageuse devant elle, va subir énormément, mais va se relever et va passer son temps à rechercher les meurtriers. Et c'est là où ça devient un thriller, avec une fin que je ne vous dirai pas. Donc ça c'est votre premier roman. Il y en a un deuxième, bon, celui-là vous l'avez édité à compte d'auteur, sous le nom de Joël Barély. Je vais quand même le dire, parce que si on le cherche, on sache que c'est quand même vous. Joël Barély, il faut savoir que quand tous les gens qui me connaissaient à Paris, c'était sous le nom de Joël Lalou. Bon, aujourd'hui c'est Joël Barély. C'est parce que chaque pan de ma vie doit avoir un titre ou un sous-titre, mais, je dis bien mais, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que mon père avait pris le Bataclan, et lorsque les gens appelaient pour dire bonjour, je voudrais parler à M. Lalou, je dis non, c'est son fils Joël. Ah, Joël Lalou. Joël, donc fils de Lalou. C'est comme ça que c'est parti. Votre père, Kark Laoui-Toutsi, tout le monde l'appelait Lalou. Et chez les Tunisiens, c'est Lalou. Ici, c'est Joël Bar Eli. Donc, de toute façon, c'est la même constante en réalité. C'est toujours vous. C'est toujours la même chose. Mais, pour moi, ça me permet de dire, bon, ben là, je suis auteur, là, je fais ceci, voilà. Parce que c'était aussi pour protéger ma vie perso. Donc vous avez un deuxième livre en préparation, cette fois-ci, qui va être édité par une grande maison d'édition française, qui s'appelle Bataclan, Ombre et Lumière. Donc là, vous allez raconter, dévoiler des choses. Oui, Grasset, un directeur qui est un fou du Bataclan, il a été voir les Clash, les Ramones, enfin bon... Tous les groupes de rock. Oui, qui sont des groupes de rock extrêmement importants, qui est venu 3 fois de suite voir Prince toute la nuit, etc. Et il me dit, voilà Joël, ce qui serait bien, c'est que tu me fasses un truc. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le nom du Bataclan est entaché. Moi, j'y ai vécu les meilleures périodes de ma jeunesse. Ça serait bien aussi que tu nous racontes des anecdotes, des artistes, etc., pour que le Bataclan ne soit pas autre chose. Mais, me dit-il, ne pourra pas échapper à l'attentat. Donc, tu me fais un chapitre d'abord sur l'attentat, comme ça, au moins, ça, après, on évacue et donc on peut faire autre chose. Voilà. Et c'est là où, outre les anecdotes croustillantes sur le livre, je donne mon ressenti, parce que je peux donner que ça, mon ressenti sur cet attentat, mon point de vue, et puis, bon, les buzz et les petits secrets que seul je connais, et qui, une fois que je ne serai pas là, il n'y a pas. Donc, je vais transmettre, en gros, cet héritage à travers un bouquin qui sera, si Dieu veut, publié par Grasset. Alors aujourd'hui, on va dire 8 ans après, vous êtes toujours en Israël, malgré les déboires que vous avez eus. Ça représente quoi ce pays pour vous? Est-ce que vous êtes heureux d'être ici? Oui, ma femme, elle n'a pas supporté, donc elle est partie pour voir ses enfants en France, et visiblement, elle ne revient pas. Moi, je ne ferai pas de Yérida, et... comme d'hab, quoi. Je lutte contre l'adversité, et puis bon, voilà, je ne suis pas à plaindre.
Qu'est-ce que vous aimez ici? Ça, c'est une question qui est terrible. Est-ce que c'est pas un choix? Dire soit Israël c'est notre terre, soit ça ne l'est pas. Si vous me dites qu'est-ce que vous aimiez chez vous, et même si je préfère chez mon voisin, c'est pas chez moi, c'est ici, chez moi. Alors vous allez dire que c'est peut-être un sionisme primaire, mais je comprends pas la question parce que c'est pas parce que le pays a des imperfections que je me gardais de critiquer quand j'étais en France, qu'aujourd'hui, en tant que citoyen israélien, d'un point de vue gouvernemental, je peux dire ce que je veux, mais c'est pas parce que ça me convient ou que ça me convient pas que je me dis je vais aller ailleurs. Ou alors c'est que mon alia est stupide. En plus de ça, moi je ferais pas d'irrita pour une chose, c'est que oui, j'ai été quelqu'un d'important à une époque, enfin relativement, faut pas non plus, mais j'ai été quelqu'un qui était un influenceur avant la lettre, et partir en Israël et ensuite dire ouais bah finalement c'est pas comme je veux, c'est pas comme ici ou c'est pas comme là et repartir pourrait dénaturer la réalité de mon alia qui est une alia sioniste, peut-être même plus que religieuse, même si elle l'est. Et forcément, je ne voudrais pas décourager des gens qui pensent faire leur alia, mais se disent que c'est difficile parce que la vie, la mentalité, les trucs, etc. Moi, je dis qu'effectivement, on va tous subir un contre-coup. Quel que soit le pays, quand on change, on subit un contre-coup parce qu'on n'est pas là en vacances. Mais repartir en France, mais mon Dieu, pourquoi faire? Je suis parti parce que je disais chez moi, c'est pas là, c'est pas pour revenir ensuite avec des valises. Voilà. Vous voulez envoyer un signal fort aux autres membres de la communauté juive de France? Je ne sais pas si j'envoie un signal, je dis que je ne suis pas là pour dire je suis un modèle, je veux simplement dire si les gens me connaissent et si ils savent et que on sait pas à tous les coups on gagne, qu'on fait une affaire et puis que ça fonctionne pas ou que la justice, c'est pas grave, si c'est notre pays, c'est notre pays et à ce moment-là, il faut œuvrer pour modifier les choses.